Bienvenue à tous, et puis une très bonne année 2016. Alors évidemment, souhaiter une bonne année comme ça, 2016, ça paraît banal. Surtout après une année 2015, marquée par les attaques dramatiques d'un califat qui a déclaré la guerre à notre République, dont l'objectif est d'internationaliser le conflit. Une bonne année 2016, alors que la situation économique ne s'améliore guère, que malgré les mesures d'aide aux entreprises, le chômage de masse augmente. Ou ne baisse pas. Je vais plutôt dire ça. Une bonne année 2016 avec un paysage politique dans lequel s'implante de plus en plus une extrême droite porteuse de division et de fausses solutions pour améliorer notre quotidien. Et pourtant, se souhaiter une bonne année peut être aussi porteur d'espérance. Face à cette situation dramatique, face à ces tentatives de déstabilisation de notre société, face à ceux qui brandissent la peur et le rejet de l'autre, pour instaurer un État enfermé dans ses frontières, nous avons su spontanément manifester notre unité nationale le 11 janvier 2015. Puis après les attentats du 13 novembre, nous avons su continuer à vivre selon notre conception du vivre ensemble. Lors des élections départementales et régionales, nous avons affirmé notre rejet de l'extrême droite en choisissant un vote républicain. Alors oui, malgré un contexte peu favorable à générer du lien social, eh bien je souhaite à chacun d'entre vous de vivre une belle année 2016. Pour nos élus, mesdames et messieurs, monsieur, au nom de la section socialiste de Bordeaux-Nord et de ses sympathisants, je vous souhaite de continuer à œuvrer avec courage pour défendre nos valeurs républicaines de liberté, dans laquelle s'ancre la laïcité, d'égalité sans laquelle il n'y a pas de justice, et de fraternité, source de solidarité. Je vous souhaite aussi de savoir résister à des propositions de réponse gouvernementales qui ne sont pas toujours adaptées aux situations que nous vivons. Certes, c'est difficile de gouverner, mais le minimum est de bien faire le maximum pour réussir le mandat que nous vous avons confié. Je sais, et nous savons, pouvoir compter sur vous pour faire le lien entre nous et les différentes institutions que vous représentez. Je vais donc vous laisser la parole afin que vous nous expliquiez vos actions, vos engagements, votre vision, votre feuille de route pour 2016. Voilà. Merci. Donc je vais d'abord laisser la parole à Pascal Lafargue, qui n'est pas un élu, mais qui est un président d'association. Ouais. Enfin, élu, donc élu aussi. Élu, mais associatif, Oui. et qui va nous expliquer son action. Pascal Lafargue, le président d'Emmaüs 33. Un fidèle. Merci de votre accueil. Je n'ai pas du tout prévu de m'exprimer. Je le fais volontiers, tellement j'ai plaisir à vous dire combien je me sens bien ici. Alors ici, pas forcément au Grand Parc, mais sur ce canton, large canton. Moi, mon origine, elle est un peu plus vers le nord, un peu plus vers le fleuve. Il n'empêche que sur les terres de Philippe et de Corinne, je me sens un peu chez moi, comme je me sens complètement chez moi, chez Philippe. Je ne vais pas pour la 30e fois vous dire pourquoi. Un petit clin d'œil aux anciens. À ceux qui ne le savent pas, vous demanderez au moment du goûter offert par la section du Parti socialiste. Je vois qu'il y a Jean-Pierre là. J'aime venir ici parce que je rencontre que des gens fidèles. Et puis moi je suis comme ça. Je suis quelqu'un de fidèle aux hommes, aux engagements. Et j'aime trouver chez mes amis cette fidélité. Philippe, je le connais depuis... Ah mais il est là Jean-Pierre, je te cherchais là-bas, je ne te voyais pas désespéré.
que je le connais depuis 25 ans, il n'a jamais changé, ce garçon. Et ce que j'aime chez lui, c'est ce qui a fait qu'il n'a pas eu peut-être la carrière qui lui était promise dans le temps. Elle est très belle et très honorable, sa carrière. Élu régional, élu municipal longtemps, élu du département, d'autres missions, moi qui me sont particulièrement importantes à mes yeux, qui sont particulièrement importantes à mes yeux, la Maison de l'Aquitaine. Moi qui ai beaucoup travaillé à Paris à une époque, ben, la Maison de l'Aquitaine, pour ceux qui sont d'ici et qui vont là-bas, c'est de petites lumières bordelaises qui s'allument. Et c'est important. Et puis, les vieilles pierres aussi. Ça dit beaucoup sur quelqu'un. L'amour des vieilles pierres, l'amour des traditions, l'amour des vieux outils aussi. L'amour des châteaux, mais aussi des maisons d'artisans, de la vraie vie en quelque sorte qu'il va chercher dans la ruralité profonde. Ça dit des choses sur les hommes. Et donc, voilà, moi cette fidélité-là, je la reconnais. Je connais moins Corinne. Mais franchement, elle a tout de suite trouvé ses marques, trouvé sa place, et elle s'est tout de suite engagée sur l'action de terrain. J'ai appris, alors je le savais parce qu'elle m'avait appelé, mais c'est officiel aujourd'hui, qu'elle va présider la commission d'Allo, droit au logement opposable. Pour les militants de la défense des mal logés, ou des pas logés du tout, voilà le cadeau empoisonné que Chirac a fait à Sarkozy. Vous vous rappelez peut-être, 22 janvier 2007, je vais dire 2 mots sur le Belge quand même. Oh bah. Pardon. J'ai combien de temps? Tu m'as dit 1h30 maxi, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc je prends mon temps pour vous expliquer les choses. Mais là, entre nous. 22 janvier 2007, l'abbé Pierre meurt. Émotion énorme. Chirac, très ému. Il sait que c'est Sarkozy qui va lui succéder. Et il a envie de lui faire, parce qu'il l'adorait, on s'en souvient, un cadeau empoisonné. Il fait voter en mars 2007 le droit au logement opposable, qui est un cadeau empoisonné, qui emmerde l'État et qui, nous, militants de la défense des mal logés, nous ravit. C'est-à-dire qu'on a là l'outil pour attaquer l'État, pour le mettre face à ses responsabilités, parce que qui dit droit opposable, mais le droit au logement au même niveau que le droit à la santé, que le droit à l'éducation, que le droit à la culture, etc. Et donc on utilise cet outil pour attaquer devant la justice le préfet. Alors on ne fait pas n'importe quoi, parce qu'on travaille aussi le reste de l'année avec le préfet. Il n'empêche que on accompagne des personnes, des familles, dans cette démarche pour faire reconnaître leurs droits. Alors, les résultats ne sont pas fantastiques, mais les résultats sont là, et je suis vraiment ravi qu'il y ait une militante, Corinne, bravo, de gauche, pour aller présider cette commission. Elle y retrouvera des représentants d'Emmaüs, puisque nous sommes membres de cette commission. Voilà, donc tous les deux, franchement, quand j'ai 2 mots à dire pour dire du bien de leur action, je suis pas gêné. Et puis je suis pas gêné non plus parce qu'il y a une élue à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'elle doit être bien, Sandrine, à l'Assemblée nationale en ce moment? Qu'est-ce que ça doit être chouette d'être député socialiste dont le métier est de soutenir le gouvernement socialiste. Je l'envie. Je l'envie, mais vraiment, énormément. Obligé, non, je ne veux pas de poste, non, c'est pour rien. Être obligé d'être d'accord avec ceux qu'on a combattus tout le temps, c'est quand même assez intéressant comme démarche intellectuelle. Mais globalement, qu'est-ce qu'on a à faire? Ben, on a à les soutenir, à leur faire confiance. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Ce qui se prépare, si ce n'est pas eux, ça fait vraiment très peur. Très très peur. Quand des militants
humanitaires, humanistes, qui défendent les gens qui souffrent, voient que une partie importante des gens qui souffrent dans ce pays se tournent vers le Front National, c'est une défaite collective, croyez-moi. C'est la faute de chacun d'entre nous. Je ne sais pas exactement ce qu'on a raté, parce que si je savais, ah ben on essaierait d'y remédier, de trouver d'autres solutions. Je ne sais pas pourquoi les gens qui sont malheureux se tournent vers ceux qui portent en eux la haine et la détestation de l'autre. Alors, c'est vrai que si sur les mesures économiques prises par ce gouvernement, on n'est jamais d'accord, c'est vrai que sur les petites phrases des uns et des autres, il y a un spécialiste, alors ici je ne dis pas trop le mal de lui, parce qu'il aime bien ici, puisqu'ils l'ont mis dans la photo. Arrête, oh. Je l'ai vu passer tout à l'heure, c'était surlignal, hein. Oui. Enfin je l'ai vu quand même. C'était pour Gilles. Là, des gens qui comme ça, nous font du tort et du mal. Oui, je parlais d'Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous aviez repéré, vous, qu'on le voit, pas longtemps, mais on le voit. Et donc, malgré ça, il faut tenir la tranchée. Malgré tout ça, il faut tenir la tranchée. Évidemment qu'on n'est pas d'accord. Évidemment qu'on est pour le renforcement de la protection des salariés. Évidemment qu'on est pour l'augmentation du SMIC. Évidemment qu'on est pour donner les moyens aux gens de vivre décemment, d'éduquer leurs enfants, et puis de tracer un avenir qui sera meilleur que ce qu'on vit aujourd'hui. Mais fondamentalement, sur la lutte contre l'extrême droite, aujourd'hui, il faut que toute la gauche se rassemble, derrière ceux qui sont là. Parce que sinon, c'est pas ce qui va nous arriver. Et c'est extrêmement grave. La France va accueillir 30 000 réfugiés. 30 000, croyez-moi. 66 millions de Français, 30 000 réfugiés, c'est rien du tout. C'est rien du tout. L'Allemagne, 80 millions d'habitants, elle en accueille 800 000. Et la peur de ces réfugiés qui ne sont pas encore arrivés, parce qu'ils sont encore coincés dans les hotspots, Emmaüs est présent sur le dossier, on a ouvert un lieu dans le Médoc pour les accueillir. Ils ne sont pas encore là que déjà on a peur d'eux. C'est terrifiant de se retrouver dans ce monde-là. Alors, j'aurais tellement de choses à vous dire, mais je vais conclure quand même. Soutenons-les, ceux en qui on a confiance. Et on peut leur dire quand on n'est pas d'accord. On a eu des débats avec Sandrine. Il y a des débats privés. Et sur les débats privés, on arrive à peu près tout le temps aux mêmes conclusions, n'est-ce pas, Sandrine? Donc, faisons-leur confiance, soutenons-les. Ne nous trompons pas, les prochaines élections, les prochaines échéances sont dans peu de temps. Donc moi j'ai envie de dire aux élus de terrain, on est avec vous et au fond, on vous admire. Parce que le boulot que vous faites, c'est juste énorme. Bravo à vous. Merci beaucoup Pascal. Je vais donner la parole maintenant à notre députée Sandrine Doucet. Merci William. D'entrée, vous m'avez déjà mise en condition. Voilà, et je vais continuer ce numéro d'équilibriste, tout en remerciant tout d'abord Philippe Dort et Corinne Guillemot pour l'invitation qui a été faite pour cette galette. Et je vous remercie tous d'être venus nombreux, y répondre, responsables associatifs, militants, sympathisants, militants politiques, militants de la vie en général. Je salue Véronique Savaca qui est venue de Ludon. Voilà, elle a même plus que fait que traverser le boulevard. Je vous remercie beaucoup. C'est vrai que, tu l'as dit Pascal, il n'y a pas d'élections cette année, elles vont arriver. Il n'y a pas d'élections, mais il y a des échéances. Il y a des rendez-vous pour construire cette année 2016.
Ces rendez-vous, ils sont très importants, ils sont conditionnés par ce que nous avons vécu depuis un an, maintenant. Vivre les attentats, vivre le terrorisme, vivre la crise des migrants, vivre ces guerres que l'on livre à l'autre bout de la Méditerranée. Et nous sommes là, citoyens français, à nous poser des questions. Nous avons eu d'énormes élans de fraternité il y a un an. Nous avons maintenant parlé de sécurité, nous avons parlé d'autorité, bref, nous cherchons. Nous cherchons où est la solution pour bien vivre ensemble, pour bien vivre au-delà des frontières. Nous cherchons comment faire que certains de nos compatriotes n'aillent pas se réfugier dans les voies du Front National. Tu as eu raison, Pascal, d'en parler, d'entrer, parce que quand j'entends les témoignages de mes collègues députés du Nord, de l'Est de la France, qui voient dans leur territoire des municipalités qui sont maintenant au Front National, eh bien cela fait peur. Cela fait très peur. C'est l'identité avant toute chose. La seule politique qui tienne, c'est la politique identitaire. C'est-à-dire, on n'investit plus, on ne fait plus de projets, parce qu'on ne veut pas se montrer dispensieux. On ne fait pas de projet, donc pas d'investissement, pas de culture pour ne pas froisser. On fait un repas. Repas identitaire, folklorique, bal, et c'est tout. Et on satisfait ainsi l'idée que l'on vit quand même des moments, puisqu'on va à la soirée folklorique, mais fortement marqués. Et rien ne bouge, si ce n'est la conviction que c'est comme ça que c'est mieux, parce qu'on est ensemble. Et que rien ne vient perturber ce nouvel ordre moral. Et si je le dis ce soir auprès de vous avec un peu de crainte, dans ce quartier du Grand Parc, c'est qu'ici nous sommes le contraire de ça. Nous le sommes parce qu'il y a des femmes, des hommes de conviction, dont font partie Philippe et Corinne, qui, avec tous les représentants associatifs qui sont là et tous ceux qui sont, je viens de le dire, militants de la vie en général, nous souhaitons ici, dans ce quartier, dans ce canton, continuer à vivre ensemble. Le Grand Parc en est un exemple très emblématique. Des générations, de jeunes, de vieux, d'horizons différents. Il faut qu'à toute force nous puissions le préserver. Alors c'est vrai que l'action politique vient parfois nous interpeller sur d'autres projets, d'autres réflexions. On se dit c'est vrai, le projet politique de gauche, peut-être qu'il ne conduit pas à ça. Il est en train de nous dire que finalement, ce qu'on avait dit, la fraternité, l'égalité, tout ce programme de 2012, on est en train un petit peu de le dévoyer. Parce que les conditions économiques sont extrêmement dures. Et que depuis 40 ans, on n'a pas encore trouvé comment vraiment régler la crise économique. Alors on cherche, on continue de chercher, d'expérimenter. On a des idées, on a des convictions. Mais il faut quand même regarder aussi ce qui fonctionne. Et ce à quoi je vous y invite. Et on est là aussi au cœur de ce quartier, dans quelque chose qui fonctionne. Nous avons milité, et j'ai porté haut et fort la demande du classement de ce quartier en zone d'éducation prioritaire. Nous y sommes arrivés. Nous y sommes arrivés depuis cette rentrée, ce sont des moyens supplémentaires pour les écoles du Grand Parc. C'est un exemple parmi tant d'autres, je ne vais pas les développer, Philippe et Corinne vous parleront aussi de toute notre action. Nous le faisons parce que nous sommes et nous réussissons dans ces projets-là, quand on traduit, la loi en exemple concret sur les territoires, quand on traduit les votes, les décisions du conseil départemental en actions de proximité. Nous le faisons là parce que nous avons des convictions qui sont au plus près de l'humain. Et quand nous regardons cette humanité, comment elle vit dans ces quartiers, comment elle est solidaire, nous ne pouvons, je ne peux pas faire autrement que de porter ce mandat-là à l'Assemblée nationale. Et vous voyez peut-être où je veux en venir quand je vous ai parlé des échéances qui vont avoir lieu dans quelques jours. À partir du 5 février, nous allons débattre du projet de loi de la révision de la Constitution. 5 février, c'est un vendredi, il y aura le lundi 8, le mardi 9.
Je me suis exprimée là-dessus. Je me suis exprimée sur ce sujet cette semaine, et à la radio, et dans la presse, pour dire mon opposition à l'inscription de la déchéance nationale dans la Constitution. Je m'y suis opposée, je m'y oppose. Parce que quand on regarde l'histoire de ce pays, quand on regarde comment ont été écrites les constitutions, elles ont eu des histoires, des vicissitudes, on a changé des républiques. Mais jusqu'à présent, une constitution qui organise les pouvoirs n'a jamais désigné d'ennemi. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est quand je regarde le travail qui a été fait aussi depuis 2012. Et plus particulièrement dans le domaine qui me concerne. Nous avons, par la loi de refondation de l'école, remis l'école comme un outil de justice républicaine, avec des moyens, avec de nouveaux programmes. Parce qu'il était inadmissible que dans ce pays, nos élèves, nos enfants, soient parmi les pays les plus riches du monde, soient ceux qui sont le plus impactés par leurs origines sociales. Nous avons fabriqué une loi, nous avons fabriqué un cadre, nous avons donné des moyens à cette école. Pourquoi? Parce que nous voulons l'égalité. Et on ne peut pas d'un côté vouloir l'égalité entre les citoyens, construire une société solidaire, et de l'autre, dire que la société sera, au moment d'un jugement, divisée, qu'il y aura des catégories de citoyens. On rend la justice au nom du peuple français dans ce pays-là. Et ce peuple qui rend la justice ne peut pas lui-même être divisé. Voilà les raisons pour lesquelles je m'opposerai à cette décision, à cette mesure. Voilà pour les échéances. Les missions, évidemment, nous les connaissons tous, elles sont là au plus près du terrain, je viens de le dire. Nous avons travaillé, œuvré ces temps-ci pour différents sujets, mais il y en a un qui est bien dans l'actualité aujourd'hui régulièrement, c'est la culture. Parce qu'à Bordeaux, c'est un sujet, la culture. Il y a celle qu'on déclare, c'est celle que l'on flatte, celle qui est aussi parfois un petit peu, comment dirais-je, pas artificielle, mais construite. Aujourd'hui, par exemple, on vient de dire que, dans la presse, Bordeaux est une ville culturelle parce qu'il y a énormément de bars, de clubs où on joue du rock. Mais ça a toujours été comme ça. Dans cette ville, on n'aurait pas eu les groupes qu'on a connus et qui venaient, j'en profite, à la salle du Grand Parc. Voilà. On est là dans une façon de prendre des éléments privés, de pratiques privées, collectives, et de les rendre comme un argument public. Je ne vais pas revenir sur la démonstration qu'on a déjà faite sur la captation un petit peu de mouvements qui sont récupérés par la municipalité pour en faire leur propre intérêt. Mais je regarde quand même avec beaucoup, je veux dire, de doute et d'attente ce qui a été décidé et annoncé aujourd'hui. Nous avons appris qu'il y aurait un Davos de la culture à Bordeaux. Un grand forum d'Avignon qui viendrait, où on va parler beaucoup de culture à Bordeaux. Le Davos de la culture. Comme un grand sommet, le sommet de la culture. Le problème des sommets, c'est qu'il faut en descendre. Il faut en descendre pour être au plus près des habitants. Et quand je vois ces annonces-là, et qu'on est obligé, nous élus du quartier, d'aller ferrailler pour trouver le renouvellement d'une subvention de 8 000 € pour une association qui est au cœur d'un quartier qui va dans les prochaines années accueillir 12 000 habitants, je ne peux qu'être très en colère par rapport à ces paradoxes entre l'annonce et la réalité. Alors mes chers amis, je ne vais pas continuer plus longtemps à multiplier les exemples, mais ce que je voulais vous dire avant toute chose, c'est que dans cette position, dans ce mandat, alors je parle de cette position parce que je pense que je suis toujours ce numéro d'équilibriste entre nos convictions, les programmes politiques qu'il faut défendre, et vous, ce que vous attendez de vos élus. Mais il y a une conviction, et une chose que j'animerai tout au long de la suite de ce mandat, c'est l'idée de vous rendre des comptes, et je le ferai prochainement ici au mois de mai, mais aussi d'être toujours à votre écoute, parce qu'il y a une condition
pour tenir le pacte républicain, c'est la confiance qu'ont les citoyens dans leurs élus. Et cette confiance, elle ne peut se baser que sur la proximité. C'est ainsi qu'ont bâti la République. Je vous souhaite donc une très bonne année républicaine. Merci beaucoup Sandrine, ça nous donne envie de nous battre encore pour toi en 2017. Et je pense que tu auras de belles troupes. Merci William. Je vais laisser la parole à Corinne. Elle a eu 8 mois. 8 mois de mandat. Déjà Et j'ai pas vu passer. J'ai pas vu. Tout d'abord, je vais vous proposer d'excuser notre sénateur Philippe Madrel, qui est l'ex-président du conseil départemental, auprès de qui je n'ai pas pu siéger. Et je le regrette, qui s'est excusé et qui ne peut pas être là puisqu'il est au Sénat en train de défendre la loi sur la biodiversité. Oui, Chers camarades, chers amis, chères toutes et tous, avec vous, nous étions l'année dernière à la Fédération, dans notre permanence qui nous a abrités pendant toute cette campagne. Et comme il n'y a pas de hasard, je souhaitais aujourd'hui faire un clin d'œil à celle qui a été inhumée il y a tout juste 110 ans, le 21 janvier 1905, et qui était une femme révoltée, militante internationaliste, combattante du mouvement ouvrier, institutrice et défenseuse de la cause des jeunes filles, une blanquiste qui nous lie, qui nous relie, nous, à Bordeaux-Nord. Je veux parler de Louise Michel. Ah oui. Et de là où elle est, elle sait combien je l'admire et combien je pense à elle. Mes chers amis, notre pays, comme le chêne de La Fontaine, était prêt d'être déraciné par la terreur et la mondialisation qui s'est renforcée en cours de toutes ces années. Il se découvre roseau, il se découvre souple et résistant. Pour arriver à avancer vers le changement, il nous faut intégrer une démarche qui apporte de la liberté, qui respecte et n'entame en rien la fraternité. C'est peut-être et sûrement complexe, mais la complexité est acceptée quand elle est expliquée. Et sachez que je m'acharne jour après jour à trouver des explications à cette complexité, qu'il est également pour moi. On dit notre pays en déclin. Or, cela fait pourtant longtemps qu'il n'a pas rayonné autant. Je vais prendre quelques exemples, parce qu'on va arrêter ce pessimisme qui devient très lourd pour nous tous. L'entrée au Panthéon de grands hommes avec un grand H, dont deux icônes de la résistance, Geneviève de Gaulle-Antonios et Germaine Tillon, qui disait « Pour moi, la résistance consiste à dire non. » Mais dire non, c'est une affirmation. J'ai toujours beaucoup aimé citer Germaine Tillon quand elle dit non. Il y a eu également la réussite de la COP 21, le sentiment et l'envie d'adhésion, de fierté, de solidarité, d'humanité portés par les manifestations en réponse à l'intégrisme et aux crimes commis contre nos enfants, nos amis, nos jeunes, nos voisins, nos intellectuels. Il reste aux élites françaises de se mettre au diapason. La rénovation de la politique passera par un retour, et je suis très heureuse, Pascal, que tu l'aies relevé, un retour sur le terrain des élus. Mais nous, ici, à Bordeaux-Nord, sur notre canton et cette circonscription, ça ne nous fait pas peur. Nous connaissons. Et nous ne sommes pas surpris, et nous sommes rompus aux relations de proximité que nous nouons tous les jours avec vous tous, avec les habitants de ce canton. Il y a presque un an, oui c'est vrai, presque un an, William, tu disais 8 mois, la majorité des électrices
et des électeurs de notre canton portait Philippe et moi-même au nouveau conseil départemental de la Gironde. Ma fierté fut immense et mon engagement n'a pas faibli, je vous l'assure. Notre victoire a souligné des forces, des ressources, des diversités qui sont notre richesse ici à Bordeaux-Nord et ici au Grand Parc. Mais a révélé également des faiblesses, des réalités que nous nous devons d'affronter. Seul un travail en commun, régulier, au plus près des populations, nous permettra de redonner espoir et fera renaître ou conforter les projets qui sont nombreux et remarquables et remarqués. Vous le savez, vous l'avez senti, notre canton n'a pas été épargné par les votes extrêmes. Je vois ici nos amis du port de la Lune, que je salue du fond du cœur, et ceux du Grand Parc. Ils ont été trop nombreux. Nos concitoyens nous ont dit quelque chose. On peut le regretter, on peut se gratter la tête, on peut érupter, on peut au mieux se mobiliser. La cause est suffisamment grave pour lever les yeux au ciel et participer à une refonte en profondeur de notre socle politique. Pour combattre le FN, il faut que la droite soit droite. Il faut que la gauche soit à gauche. Et il faut que le centre soit centre. Je le pense très profondément. Ce n'est certainement pas l'unique solution, mais nous devons revenir à ce socle républicain, démocratique. Ensuite, nous, élus, nous sommes vos élus, devons accomplir en respect de nos engagements que nous avons pris envers vous, les missions qui nous impliquent et qui impliquent notre fonction. Et ne pas s'attarder devant des mièvreries sur lesquelles d'autres porteraient au pinacle les grands titres et en feraient les grands titres des journaux. Je suis pour ma part, depuis mon élection, et ça c'est quelque chose dont j'ai besoin de vous parler pour que vous sachiez ce qui s'est passé depuis ces 8 mois, au sein de la vice-présidente du développement social du conseil départemental. Alors c'est une grosse vice-présidence, et je suis moi-même présidente de la commission du développement social et des modes de garde. Cette vice-présidence, c'est le cœur battant du conseil départemental. C'est plus de 800 000 € de budget. C'est le plus gros. Vous imaginez les responsabilités. Pardon. 800 millions. millions. J'ai dit quoi? 800 000, c'est pas beaucoup. Ah oui, non, ça c'est juste pour aller s'amuser. 800 millions. Excusez-moi. Je n'ai pas encore l'habitude de tous ces millions. 800 millions. Non plus, je vais le noter. C'est pas grave. Commission de développement. Donc, au sein de la commission, donc, à la présidence de cette commission du développement social, que je préside aux côtés de ma collègue à la commission Habitat et Logement. Ces missions m'ont permis de rencontrer nombre d'acteurs qui œuvrent sans cesse dans ces milieux. Autant vous dire que le bling-bling n'existe pas. Autant vous dire que les phares et les projecteurs ne sont pas tournés vers ces acteurs-là. Et c'est pour ça que je suis très fière de pouvoir les remercier ce soir, à travers mon discours, mais également à travers leur présence. Je voulais remercier les centres sociaux qui sont ici et avec lesquels je travaille, notamment le centre social du Grand Parc et son président, M. Mercier, qui est là, donc le foyer fraternel et le centre social de Bordeaux-Nord. Ce sont des partenaires infaillibles et des partenaires en qui j'ai toute confiance et ils peuvent avoir confiance en moi et en mon soutien. J'ai également une pensée pour les principaux des 3 collèges qui sont sur notre canton, Blanqui, Vaillant, Grand Parc, et également remercier celui qui siège à mon côté au CDEN, M. Jackie Nouveau, qui est le DDEN de
de notre secteur. Et puis, il y a les équipes dans les associations, les structures qui œuvrent pied à pied tous les jours, qui se disputent le moindre euro pour pouvoir, et là pas les millions, on aimerait bien, pour pouvoir mener à bien leurs actions. Je tenais ici à remercier Madame Delay, qui est la directrice de la MDPH au sein de laquelle je siège, et j'en suis très fière parce que je découvre tous les jours, en tout cas peut-être pas tous les jours, mais à chaque fois que j'ai à me pencher sur ce bel établissement, toutes les actions qu'elle déploie pour pouvoir rendre accessible une vie meilleure à toutes nos personnes les plus fragiles. Je remercie également François Castex, qui est le directeur de l'UBAPS, et aux côtés duquel j'essaye d'apporter ma contribution, parce que c'est un secteur compliqué, la prévention spécialisée, et je sais que ces acteurs, ces collègues œuvrent au Grand Parc, et je leur remercie. Je voulais également remercier Diego. Tu es où, Diego? Voilà. Et Diego, il représente une association très importante pour nous, je sais que Sandrine la soutient également, qui est l'Académie Younes, qui s'installe au Grand Parc, qui fait vivre nos jeunes, avec Abdoulaye Diaye, qui tous les jours, œuvre pour... Alors lui, il est basketteur, évidemment, il est le spécialiste du basket ici pour nos jeunes à la sortie des cours et les week-ends, et pendant les vacances, mais il y a bien d'autres choses, et je les en félicite, sincèrement. Et puis, il y a d'autres associations auxquelles on ne pense pas obligatoirement, qui sont un peu plus loin de chez nous, mais qui, évidemment, sur nos quartiers également. C'est l'association Aliénor avec Monsieur Gentil qui est ici, avec Grace. Alors Grace, vous ne la voyez pas, mais c'est une très belle labrador, et qui permet, au cœur de cette association, d'aider les non-voyants et les personnes malvoyantes. Et j'ai eu le bonheur de partager quelques moments, un week-end avec vous, et j'ai été profondément émue de voir à quel point cette association était sincère. Et je vous en félicite beaucoup. Et puis, il y a aussi des associations auxquelles j'ai une attention toute particulière, notamment l'ADIL 33, avec ici Monsieur Billot, puisque je suis aujourd'hui, et je suis très heureuse d'être la présidente de l'ADIL 33. Alors l'ADIL 33, c'est une association qui œuvre pour aider les personnes souvent en difficulté, et qui les renseigne grâce à leur expertise sur les problématiques de logement. Et c'est une association qui se trouve sur notre canton, puisqu'elle est sur l'avenue Émile Counard. Donc je le remercie également d'être là. Et puis le CAUE, alors vous ne connaissez peut-être pas le CAUE, mais c'est un organisme, une association qui œuvre pour l'urbanisme et l'architecture en Gironde. Tout ça me semble assez cohérent, ma foi. Et Pascal vous l'a dit, aujourd'hui, la commission de médiation d'Allo. Et je sors de toute une journée d'expertise des dossiers. Je dois vous assurer que, voilà, 136 dossiers aujourd'hui, rien que pour une journée. Il y en a tous les mois. Rassurons-nous sur notre situation, parce que celles que j'ai vues aujourd'hui méritent qu'on pense énormément à eux et qu'on essaie de trouver des solutions et qu'on fasse aboutir ces solutions, parce que très clairement, il y a des choses juste insoutenables. Et vous le savez, parce qu'on vit dans des quartiers tous où on a connaissance de ce genre de choses. Je voulais également souligner les gestes au quotidien que nous avons pu remarquer lors de notre campagne, où nous sommes allés à votre rencontre, mais également après, quand nous allons toujours à votre rencontre dans les quartiers, et vous dire à quel point je n'ai pas vu le temps passer, certes, mais chaque pas, chaque jour que j'ai pu faire dans notre canton m'a fait rencontrer les sourires, les yeux pétillants, les actions les plus belles de solidarité, là, dans ma rue, à côté, de façon très discrète, des personnes qui aident les autres, qui les hébergent en toute discrétion, et ça les honore. Vous dire à quel point je suis fière des habitants de ce canton, que le combat qui est mené vaut par sa loyauté. Nous étions cet été, vous l'avez vu sur le film du départ, en combat aux côtés des habitants de Gincon, à la suite du décrochage de ce balcon,
dans un quartier qui avait été valorisé par Alain Juppé comme étant le plus bel écoquartier européen. Autant vous dire que je vous invite à aller interroger les habitants, non seulement pour ceux qui ont essayé de les fiscaliser en achetant des appartements, ils s'en vont. Quant à ceux qui les louent, effectivement, il y a des balcons qui tombent, mais pas que, des façades, des parkings inondés, des réserves sur le moindre appartement livré. Nous sommes, et nous avons choisi avec Philippe de nous préoccuper de ce quartier. Nous y sommes régulièrement grâce à notre ami Antoine Jiménez, qui est le président des associations de locataires. Autant vous dire que là-bas aussi, nous ne les oublions pas, nous y sommes et nous serons là pour décrier au jour le jour tous les problèmes que rencontrent ces personnes. Nous étions également tout près, auprès des habitants, auprès des parents d'élèves de l'école Jean Monnet, et c'est aux Aubiers. Et vous savez que ce quartier mérite qu'on ne l'oublie pas et que nous sommes très attentifs à tout ce qui va s'y passer parce qu'il y a ce quartier Ginko en face, les habitants s'interrogent, les départs de structures se murmurent et nous ferons en sorte qu'ils gardent leurs infrastructures. Je le sais pour avoir entendu il y a 15 jours, alors que nous étions à l'amicale laïque à Bacalan, que les mêmes problèmes sont en train de poindre à Bacalan, avec un déshabillage de pierre pour habiller Paul, c'est-à-dire déshabiller Bacalan de ses structures pour les porter au bassin à flot. Ce sont des problématiques que nous n'accepterons pas. Ce sont des problématiques dont nous nous emparons et sur lesquelles la municipalité trouvera des réponses, je peux vous l'affirmer, puisque nous ne laisserons pas tous ces projets, ces travaux se faire sans que nous puissions donner et relayer vos avis, votre colère vis-à-vis de structures qui sont sorties de terre sans même qu'on nous prévienne. Je voulais également vous dire à quel point les missions qui sont les nôtres tous les jours sur le terrain doivent nous servir à montrer à cette municipalité qui ne veut pas nous voir et leur tendre un miroir de tous les visages que nous avons pu et que j'ai pu rencontrer, tellement ils sont généreux, tellement ils sont empreints de qualités humanistes, et tellement je suis fière de ces visages que moi aussi, ce reflet me plaît. Or, il se trouve que cette municipalité ne se reconnaît pas dans ce miroir, ne veut pas se reconnaître, et invite les habitants, les enfume, je crois, que c'est comme ça qu'on peut dire, en brandissant des concours internationaux qui seraient remportés par la plus belle ville du monde que serait Bordeaux. Certes, c'est une très belle ville, mais nous la connaissons. Nous n'avons pas besoin qu'elle remporte les concours pour savoir qu'elle est très jolie, qu'elle est très belle, mais ça ne suffit pas à être belle. On est beau quand on est beau de l'intérieur. C'est de l'intérieur dont vient la beauté. Ce n'est pas sur des façades que s'accrochent les mérites et les premiers prix. Nous sommes les élus. Merci Gabriel. J'ai oublié de citer mon ami Gabriel, qui est poète et qui nous a rejoints de Bègle. Je te remercie du fond du cœur, Gabriel, d'être là. Et c'est effectivement dans ces discours que la différence s'installe, et c'est dans ces discours que vous nous trouverez en permanence, je dis bien en permanence, sans faille, pour porter ce qui sera notre combat de demain. Sandrine a parlé d'échéances, il y en a, et il y en a d'autres à venir. Il est inacceptable de penser que cette ville puisse continuer à appartenir à... Je suis en rose. Je ne voudrais pas qu'elle continue à appartenir à une municipalité bleue, parce que de toute façon, elle fait partie de nos grands projets. On a bien eu des votes magnifiques nous concernant la région, et l'élection de Philippe en est la preuve. Il n'y a aucune raison qu'on vote à gauche au cantonal, qu'on vote à gauche aux législatives et qu'on ne vote pas à gauche aux municipales. Bordeaux n'est pas suffisamment important, ce n'est pas un grand projet. La grande région était importante, alors Bordeaux en est un. Donc il faut absolument qu'on se mobilise dans cette perspective, parce qu'elle est là, elle est à notre portée, et nous allons faire en sorte, tous les jours, d'être sur le terrain pour mener notre action et faire en sorte que les citoyens se reconnaissent à travers elle. Je voulais vous remercier du fond du cœur d'être là. Je voulais vous adresser tous mes vœux de plein accomplissement de vos projets personnels, parce qu'on n'est jamais heureux quand personnellement on n'est pas, on n'a pas cette paix en soi, et puis dans vos projets professionnels, en espérant
que si vous n'avez pas encore de travail, vous en trouviez. Parce que c'est important, même, et je pense, cette petite dame que nous avons rencontrée au cours d'un porte-à-porte et nous avons fait une belle rencontre, et c'est ça qui fait que j'ai envie de continuer tous les jours, parce que ces rencontres, eh ben, elles ont des visages. Et vous adressez tous mes vœux de solidarité et d'humanisme pour cette année 2016. Je vous remercie. De continuer ainsi. Philippe disait le maréchal Ney était un maréchal d'Empire, était un armoire à glace qui était très grand. À la sortie d'une réunion avec Napoléon, qui était tout petit, ils mettaient leur chapeau, leur bicorne en haut des étagères, et bien sûr Napoléon n'arrivait pas à attraper son chapeau, et le maréchal Ney, qui était cet armoire à glace, il dit « Mon empereur, laissez, je suis plus grand que vous. » Et Napoléon, non, Ney, vous êtes plus haut, et pas plus grand. Je suis peut-être un peu plus haut, mais pas plus grand. Chers amis, cher Pascal Lafargue, on va rappeler l'anecdote, je sais que ça te fait plaisir. Oui, Je m'appelle Pascal Lafargue et j'habite rue Pascal Lafargue. Donc je ne pouvais pas lui faire plus de plaisir d'habiter une rue qui porte son nom. Voilà, mais c'est pas en fait son nom, c'est le nom de Pascal Lafargue était un monsieur qui, au début du XXe siècle, présidait l'association des fêtes foraines du quartier de Bacalan. Et son fils s'appelait Fernand Lafargue, il tenait une grenetterie rue Achard. Son autre fils, le fils de ce Roland s'appelait Pascal aussi, ça n'a rien à voir avec son grand-père. Et c'est son grand-père on a donné le nom de son grand-père parce qu'il a été pendant très longtemps l'organisateur des fêtes foraines quand il y en avait à Bacalan. Voilà pourquoi elle s'appelle rue Pascal Lafargue. Chère Sandrine, notre députée, cher William, secrétaire de la section de Bordeaux-Nord, cher Jean-Pierre, eh bien, mon cher Bidôme, ma chère Bidôme, chère Corinne et chers amis. Je voudrais remercier particulièrement notre directrice de la NDPH d'être parmi nous ce soir. C'est important parce que c'est la première fois que nous avons un haut fonctionnaire de la collectivité territoriale qui est à nos côtés dans une galette républicaine. Et je voudrais la remercier particulièrement parce que je sais le travail difficile qu'elle organise, qu'elle dirige pendant toute l'année pour essayer de faire en sorte que, notamment les personnes en situation de handicap, puissent être bien traitées dans ce département. C'est une très noble mission et merci Madame d'être parmi nous ce soir. Bien sûr, l'année 2016, chers amis, on ne va pas y revenir, c'est une année 2015, pardon, terrible, avec tout ce que la République a vécu de drame. Qui malheureusement, je pense, ne sont pas terminés, au-delà de notre pays d'ailleurs. C'est un drame planétaire. Et puis une année, plus modestement pour nous, difficile aussi parce que nous avons quand même dû mener 2 campagnes électorales. Une campagne cantonale, départementale, qui a été très difficile, très dure, très très dure, avec des adversaires qui ont utilisé des moyens, comment dirais-je, fourbes, des moyens qui ne sont pas républicains. Nous sommes quand même arrivés à garder ce canton à gauche. Et puis, j'en sors à l'instant, une campagne régionale, longue, difficile aussi. Difficile parce que, avec une région extrêmement vaste, grande comme l'Autriche, presque 6 millions d'habitants, qui va de Guéret à Biarritz, au nord presque de la Bretagne, au sud de Saumur, pardon. C'est quand même une région extraordinairement grande, et avec Alain Rousset, nous nous sommes battus pour la garder. 2 campagnes difficiles parce que Corinne a bien exprimé tout le travail que nous avons réalisé, que nous continuerons à réaliser, j'y viendrai tout à l'heure. Mais
on ne peut pas dissocier ces campagnes de ce qui se passe ici à Bordeaux. C'est vrai que les enjeux pour l'amélioration de notre quotidien au local, car la décentralisation va faire que c'est le local qui va peut-être jouer un rôle majeur dans l'évolution du quotidien de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Eh bien, on ne peut pas dissocier cette action-là de ce qui se passe à Bordeaux. Campagne difficile au cantonal parce qu'il faut savoir que pour essayer de nous abattre, car le maire de Bordeaux avait comme objectif principal d'abattre le premier canton, enfin le 4e canton aujourd'hui, car avec Sandrine et puis Corinne maintenant, nous sommes parmi les élus qui peut-être apportons une attaque frontale au maire de Bordeaux parce que c'est ici qu'il se passe des choses qui sont inadmissibles dans le développement harmonieux d'une ville telle qu'on devrait l'avoir et qui est loin de l'être ici à Bordeaux. Il voulait faire tomber ce canton, car c'était le canton, et c'est toujours le canton, où il y a les plus grosses réserves foncières, où demain, il va continuer à brader notre ville, à la promotion immobilière, à vendre Bordeaux à la découpe, à la promotion immobilière uniquement pour des histoires d'argent. Eh bien, il faut savoir que pendant la campagne des cantonales, on a décidé de manière arbitraire, sournoise, en catimini, de couper en deux le bureau de vote de Condorcet pour qu'une grande partie, et notamment la partie qui vote le plus à gauche, la partie du Grand Parc qui va d'ici au boulevard, eh bien, aille voter à Schweitzer, alors que les gens depuis des décennies votaient ici à Condorcet. Donc on a eu, bien sûr, une perte en ligne de centaines et de centaines d'électeurs qui n'y sont pas allés, qui sont allés à Condorcet, qui n'ont pas pu aller là-bas parce qu'ils ne savaient pas où c'était, des personnes âgées, c'était loin, ce n'était pas fléché. Nous avons perdu des centaines de voix. Voilà comment, ici, le maire de Bordeaux se bat pour essayer de faire tomber ses adversaires. Il n'y est pas arrivé, on l'a tenu en échec, et quand je dis qu'on l'a tenu en échec, c'est bien lui que nous avons tenu en échec, parce que souvenez-vous, sur les affiches électorales des élections départementales, il y avait en majesté le maire de Bordeaux, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était même pas candidat à l'élection, qui était sur les affiches départementales. Donc nous pouvons dire qu'avec Corinne Guillemot, eh bien, il y a quelques mois, nous avons battu le maire de Bordeaux. Et puis, il y a eu les élections régionales. Dernièrement, où Alain Rousset a ferraillé dur contre une dame qui nous vient de Paris, spécialiste des médias, ultra-libérale, qui nous expliquait que l'on gérait une collectivité comme on gère une entreprise privée, comme on gère une sorte de consortium ou de holding. Eh bien, nous sommes très fiers, avec l'équipe d'Alain Rousset, avec Alain Rousset et son équipe, d'avoir pu mettre en échec dur pour elle, cette femme qui était soutenue par Alain Juppé, qui voulait faire de cette opération une opération de promotion personnelle, car il pensait qu'il allait faire tomber aussi Alain Rousset pour bien sûr être en pole position pour les élections présidentielles. Nous l'avons battu également avec Alain Rousset, le maire de Bordeaux. Ça veut dire que nous sommes devant un adversaire qui, et ça aucun journaliste ne le dit, ce sont des constats, il y a un constat à faire et après une analyse, mais il y a un constat qui est un constat que l'on ne peut absolument pas contester. En dehors d'être élu, c'est vrai, au premier tour, depuis 20 ans aux élections municipales, le maire de Bordeaux est battu à toutes les autres élections, à titre personnel face à Michel Delaunay aux législatives, et à titre de chef de guerre, 4 fois au régional, 3 fois au cantonal depuis qu'il est élu maire de Bordeaux. Je pense que ce monsieur est surcoté. Il est surcoté
Et effectivement, les années à venir, la réélection de Sandrine Doucet comme députée, mais aussi la préparation d'une élection municipale à Bordeaux est fondamentale, car elle fait partie des solutions que nous pourrons apporter, ou améliorer en tout cas, aux actions menées par le département et par la région. Oui, j'entame avec Corinne mon 3e mandat de conseiller départemental. Je dis toujours de conseiller général, parce qu'on sait ce que c'est qu'un conseiller général, un conseiller départemental, c'est pareil, mais on s'appelle général depuis 1792, donc j'aime bien ce titre-là. Donc de conseiller général, avec maintenant un canton qui est très important, il va du cours Xavier-Arnozan jusqu'à la Jalle de Blanquefort, 55 000 habitants, gros canton, énorme. Et nous sommes deux. Nous sommes, avec Corinne, 2 conseillers départementaux, et nous nous sommes un peu partagés l'action, l'activité. Pas le territoire, l'activité. Corinne a été choisie par le président Jean-Luc Glaise pour présider cette commission des affaires sociales, qui est une commission fondamentale au conseil départemental. C'est notre cœur de métier, dirons-nous, au département. La solidarité, tout ce qui est social, c'est notre cœur de métier. Et puis, moi, je me suis gardé la partie, peut-être, développement économique et de liens extrêmement importants, on ne le sait pas suffisamment, avec l'activité régionale et le conseil régional d'Aquitaine, Limousin, Poitou, Charente. Dans ces nouvelles fonctions de conseiller départemental, Jean-Luc Glaise m'a confié une mission que je ne connaissais pas. Il m'a confié la première vice-présidence, parce qu'on fonctionne avec un binôme, il y a un président et un grade de premier vice-président, qui est important parce que c'est une organisation extrêmement militaire. Mais j'ai l'honneur aujourd'hui d'être le premier vice-président du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, c'est-à-dire des sapeurs-pompiers. C'est une mission qui, à vrai dire, me passionne. Et à travers cette mission, je me suis rendu compte de l'impact de la politique urbanistique de la ville de Bordeaux sur une mission, on ne dit pas régalienne pour un département, mais disons-le quand même, régalienne du département, qui est le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. Oui, c'est le département qui s'occupe des pompiers. C'est le département, ce sont des agents du département, les pompiers, aussi bien les pompiers professionnels que les pompiers volontaires, avec tout le personnel civil qui est bien sûr en appui à ce corps extraordinaire de femmes et d'hommes qui risquent leur vie pour notre sécurité. Eh bien, depuis que... C'est pour ça qu'il y a des impacts qu'on n'imagine pas. Depuis qu'on est en train de densifier notre secteur, notre canton, avec Ginko, avec les 5000 logements des bassins à flot, plus tous les logements qui sont créés dans ce qu'on appelle les dents creuses, vous savez, chaque fois qu'il y a un trou entre nos maisons, pof, on nous met 4 étages, ou 10 étages, ou 5 étages, etc., etc. Eh bien, il faut savoir que, depuis qu'on a livré Ginko, et progressivement, les sorties de nos sapeurs-pompiers de la caserne de Bruges, qui se trouve juste aux allées de Bouteau, là, à la limite du canton, est passé de 4000 interventions par an à 7000 interventions en 2014 et 10 000 interventions à la fin de 2015. Simplement avec la densité nouvelle de population. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque l'on construit de manière un peu anarchique in fine, avec notamment des bâtiments qui sont en espalier comme ceci, eh bien ça pose des problèmes pour nos sapeurs-pompiers, car lorsqu'il faut y envoyer une grande échelle, la grande échelle elle se lève comme ça toute droite, et lorsqu'il faut abaisser l'échelle pour aller chercher les gens qui se trouvent au bout de l'espalier, eh bien l'échelle ne fonctionne pas, il faut acheter des échelles spécifiques, 400 000 €, une échelle, comme ça. Et tout est ainsi. Et tout ceci, c'est notre argent, c'est l'argent du contribuable départemental qui est, in fine, pas gaspillé, parce qu'on est obligé de le faire,
mais qui n'est pas, comment dirais-je, discuté en amont avec ceux qui signent les permis de construire de notre ville. Pourquoi cette politique urbanistique de notre canton est extrêmement néfaste et négative? Parce que d'abord, on a fait de ce canton, et notamment des bassins à flot, qui était une ZAC, une zone d'activité concertée. Ça veut dire que la puissance publique dans une ZAC a la main. C'est-à-dire que l'on traite de la même manière les pleins et les vides. C'est-à-dire que l'on traite de la même manière ce que l'on construit, mais ce qui n'est pas construit. C'est-à-dire les axes de circulation, les espaces de respiration, les espaces verts, les jardins publics, etc. On l'a transformé en PAE. C'est-à-dire qu'on a laissé, quelque part, au privé, à la promotion immobilière privée, le soin de faire un peu ce qu'elle a envie de faire. Elle a un élément, simplement, d'obligation, c'est de suivre le PLU, le plan local d'urbanisme, ce qu'on appelait le plan d'occupation des sols autrefois, qui explique, qui dit ce que l'on peut faire, ou le maximum de ce que l'on peut faire sur tel ou tel terrain. Et chaque promoteur qui achète son terrain, il va au maximum de ce que lui autorise à faire le PLU. C'est-à-dire qu'il va à la limite de l'acceptable. Donc quand on est à la limite de l'acceptable, on est borderline. Ça veut dire qu'on est à la limite de l'inacceptable. Et quand de terrain en terrain, on construit à la limite de l'inacceptable, eh bien on arrive à une solution inacceptable. C'est ce que nous voyons pousser chez nous, à Bordeaux-Nord, au bassin à flot, où en fait, il faut savoir que le chiffre d'affaires des 3 grands groupes, il y en a d'autres, mais les 3 grands groupes est de 10 milliards d'euros pour un investissement de 3 milliards 800 millions. 4 milliards en gros. Ça veut dire qu'ils vendent à la moitié de ce qu'ils ont projeté de faire, ils ont déjà gagné de l'argent. Voilà à quoi nous sommes confrontés, avec des gens qui sont bernés, qui vont acheter des appartements qui ne seront pas conformes à ce que l'on a vendu, avec des malfaçons jamais inégalées de ma carrière, je n'ai jamais vu ça, jamais vu ça, et avec des gens qui, à peine achetés, sont en train d'essayer de partir. Et qu'est-ce qui va se passer à terme? Eh bien, c'est ce qu'on a vu au Lausanne, ce qu'on appelle aujourd'hui la résidence du lac, où d'une option de construction de projets immobiliers avec une mixité sociale intéressante, eh bien, ces gens qui s'en vont, les primo-accédants qui veulent vendre rapidement, et ceux qui ont défiscalisé, qui dès qu'ils auront terminé leur obligation de louer, vont vendre aussi, ils vont vendre à qui? Aux bailleurs. Et les bailleurs qui manquent de logements sociaux, notamment de PLAI, c'est ces logements qui nous manquent, eh bien, vont les avoir, mais de manière concentrée, ce qui va, bien sûr, concentrer des familles en souffrance sociale. Et qui sait, qui met la main à la poche, quand l'on concentre des familles en souffrance sociale, eh bien, c'est le conseil départemental, avec le RSA, avec toutes les aides que Pascal connaît bien. Eh bien, c'est nous, c'est vous, avec vos impôts départementaux, qui allez gérer l'après RJP, qui partira, je vous l'assure, et c'est l'histoire qui le jugera. On sera déjà peut-être plus là, mais c'est l'histoire qui le jugera. Qui derrière une façade ou une vitrine de bijoutier nous aura livré une ville sinistrée. Et c'est ça qu'il faut dire, qui est compliqué à expliquer aux gens qui votent tous comme un seul homme pour ce personnage qui a l'intelligence de se faire passer pour l'inversement proportionnel de ce qu'il est. Ça, c'est extraordinairement fort. Eh bien, c'est un gros problème que nous avons, car pour essayer, malgré tout, de sauver les meubles de notre quartier, il y a un seul moyen, c'est d'y réinjecter l'emploi productif, c'est-à-dire l'emploi industriel. On ne dit plus industriel, il paraît que c'est un gros mot, on dit productif, mais je dis industriel. Et c'est pour ça que si, dans le pré-bilan que l'on peut faire de l'action que je mène avec Sandrine et Corinne, nous avons commencé déjà à avoir un résultat positif. C'est que nous sommes arrivés à avoir imposé à la ville de canner sur l'histoire des bassins à flot et que nous sommes en train d'injecter
2 millions d'euros qui vont se transformer en 6 millions d'euros avec le contrat de plan État-région qu'on a mis en œuvre avec Alain Rousset pour que la première déjà forme de Radoub, la grande forme 1 que les Bacalanaises et les Bacalanais connaissent bien, soit en eau en mars ou en avril et pourront accueillir les premiers bateaux et les premiers ouvriers des chantiers navals qui travailleront pour développer cette activité qui va créer des centaines d'emplois à Bordeaux et dans notre quartier, dans notre canton. Et croyez-moi, c'est ce qui sauvera les meubles de ces secteurs qui sont déjà à peine finis en perdition, car lorsque l'on arrivera à marier ces emplois productifs avec le logement, eh bien automatiquement va se créer une vraie vie de quartier, un vrai mélange, et avec des commerces qui vont s'installer et qui y resteront, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. À Ginkgo, par exemple, les commerces sont en résistance. Le pharmacien, il tient je ne sais trop comment, il paie 6 200 € net par mois pour avoir sa pharmacie à Ginkgo. Il faut qu'il en vende de l'aspirine, hein, parce que ça fait cher. Et donc, ils sont en train de fermer tous les uns les autres, avec des problématiques de malfaçon jamais égalées. Et d'ailleurs, une des premières missions, c'était les gammes de Corinne Guillemot. Je me trouvais en congé dans le Lot. Ça a été de s'occuper des habitantes et des habitants du quartier Ginkgo, et notamment de la résidence où s'est effondré le balcon. Alors on dit, c'est pas grave, oh, ça arrive, c'est pas grave, Bouygues, c'est pas grave, ça arrive comme ça. Ça arrive. À quelques minutes près, il y avait 4 morts. Quelques minutes près, il y avait 4 morts. Bon. Eh bien, c'est devenu normal. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que de l'autre côté de cet immeuble, 6 mois avant que le balcon s'effondre, eh bien, il y a déjà un immeuble qui a été livré avec une façade qui est entièrement en carrelage. On a été obligé d'échafauder tout le trottoir, car à peine livré, les carreaux tombaient sur la tête des passants sur le trottoir. Enfin, et c'est normal aussi, oh, c'est normal, ça fait partie de... Aujourd'hui, il paraît que c'est normal. Bon. Eh bien, voilà comment, d'une politique ou d'une non-politique, d'une non-vision municipale, on se retrouve avec des problématiques départementales qui vont coûter très cher à notre collectivité. Oui, c'est vrai aussi que lorsqu'on tient la tranchée, comme on aime le dire, parce que on est des élus de terrain, on habite sur le terrain, on habite dans le quartier. Moi, depuis longtemps, j'y ai eu mes enfants à l'école, au collège, Corinne le sien aujourd'hui. Eh bien, on vit tous les jours la vraie vie, comme on dit. Et c'est vrai que parfois, quand on entend des paroles de certains de nos responsables politiques, de notre bord en plus, et qu'on entend qu'il est important de développer la formation professionnelle technique pour les jeunes en échec scolaire. Mais comment veut-on valoriser la formation professionnelle si importante, si génératrice d'emplois, si on commence à dire aux gens vous êtes en échec scolaire? Donc c'est, comment dirais-je, la finalité de ceux qui sont en échec scolaire. Mais c'est faux. D'abord, l'éducation nationale, c'est un système normé, qui est fait pour une moyenne des gens. 30% peut-être des jeunes qui sont à l'école, peut-être sont en échec scolaire, mais sur ces 30%, il y en a peut-être 99% qui ont des capacités intellectuelles supérieures à ceux qui fonctionnent dans le système normé, mais ils ne sont pas forcément faits pour le système normé. Et ils trouvent dans la formation professionnelle une valorisation et un travail qui leur fait réussir la vie. Eh bien, aujourd'hui, il faut peut-être expliquer aux parents que l'échec scolaire, comme on le dit, c'est la réussite de la vie, et que la réussite scolaire, malheureusement, c'est l'échec de la vie. Par moments, on le voit, quand nos jeunes surdiplômés mettent des années et des années à trouver un emploi, surtout à Bordeaux. Donc c'est pour cela que cette mission que moi je me suis imposée, de revaloriser, de redynamiser les bassins à flot et de créer ces emplois, 200 jusqu'à 700, si on arrive à faire le refit rue Achard sur le terrain du port,
je pense que ça sera, pour moi, la plus belle réussite et la grande fierté de mes mandats d'élu de la République. Et puis, aussi, puisqu'on parle de culture, la culture, c'est bien sûr les arts plastiques, les arts vivants, mais c'est aussi le patrimoine. Et c'est pour vous dire aussi les luttes, il faut parfois dépasser le canton. Mais parce que Dieu ou diable, moi qui suis un peu mécréant, est dans le détail, dit-on. C'est pas si faux. Dieu ou diable est dans le détail. Il y a des détails qui tuent quand même. Sur l'intérêt que peut porter le maire de Bordeaux à la ville qu'il dirige depuis 20 ans. Après avoir démoli le pont du Pertuis, alors qu'il venait de faire classer la ville au patrimoine mondial de l'humanité. Et si les bassins à flot sont inscrits dans le périmètre du patrimoine mondial de l'humanité, c'est parce qu'il y avait le pont du Pertuis, qui était reconnu par l'ICOMOS, la commission ad hoc qui fait les rapports, comme un chef-d'œuvre d'architecture qui a fait qu'on a intégré le pont du Pertuis, le bassin à flot dans le périmètre du patrimoine mondial de l'humanité. À peine Bordeaux classé, il démolit le pont. Eh bien aujourd'hui, alors on a quand même sauvé les écluses avec les associations de Bacalan, et puis l'action des élus municipaux, de Martine Diez à l'époque, de moi-même, et de Vincent Morin d'ailleurs, qui était conseiller municipal. On a aussi sauvé le Nautilus, qui devait être enchâssé dans un projet totalement aberrant. On l'a sauvé. Il y a une attaque aujourd'hui, frontale, sur l'îlot Le Sieur, là où il y a l'huilerie Le Sieur, enfin, la feu huilerie Le Sieur, puisqu'on vient de l'inaugurer, le Premier ministre est venu l'inaugurer de l'autre côté, à Bassens, alors qu'elle était chez nous, et qu'il y avait une centaine d'emplois industriels sur notre territoire. On veut y implanter une tour de 60 mètres de haut et de 16 étages. Vous imaginez ce que c'est dans notre quartier, nous? Et tout ceci uniquement pour faire des opérations mercantiles qui favorisent la promotion immobilière la plus libérale. Et comme l'a dit Corinne et Sandrine, en déshabillant, on habille Pierre, en déshabillant Paul. Déjà dans le vieux Bacalan, là où quelques-uns ici habitent comme moi, on nous a sorti le laboratoire d'analyse pour le mettre. Enfin, on est en train de nous vider tout ce qui fait notre quotidien. Pour un secteur qui, malheureusement, j'espère me tromper, risque de faire un gros flop. Alors j'ai quand même une certaine satisfaction, enfin, je ne devrais pas l'avoir, mais je l'ai quand même, un peu par c'est mon côté égotique. J'ai écrit quelques livres. Et il y a 7-8 ans, j'ai quasiment écrit sur un petit bouquin qui s'appelle Bordeaux, mode de ville, ce qui se passe au bassin à flot et à Ginko. Il y a une seule chose que je n'avais pas prévue, c'était la chute du balcon. Désolé, je ferai des progrès avec une boule de cristal. Donc aujourd'hui, il y a une autre attaque sur le patrimoine, qui n'est pas sur notre canton, mais qui nous intéresse parce que c'est un lieu que vous connaissez tous. C'est le projet du maire de Bordeaux de vendre l'hôtel de Ragueneau aux enchères. C'est ce magnifique petit hôtel particulier rue du Loup, avec cette glycine extraordinaire, qui abritait jusqu'à il y a quelques mois les archives municipales. On ne peut pas, pour financer des opérations de prestige, comme le stade, ou comme la Cité du Vin. La Cité du Vin, je ne donnerai pas d'avis sur l'architecture du lieu. C'est un geste architectural, qu'on le veuille ou non, c'est un geste architectural avec une qualité de construction assez impressionnante. C'est vrai que techniquement, c'est du bel ouvrage. Eh bien, cette Cité du Vin, 55 millions d'euros, elle n'est pas livrée, on en est à 81 millions. 26 millions d'euros de différentiel, c'est-à-dire d'argent que vous allez payer. C'est-à-dire que le contribuable, nous tous, nous allons payer. Pour payer ces 26 millions. Et pour payer cette mauvaise gestion, in fine, de la municipalité,
on veut vendre les bijoux de famille. Mais l'hôtel de Ragueneau, au-delà d'être un monument historique, il est classé au patrimoine de notre affectivité. Combien d'étudiantes et d'étudiants y sont allés, ou même d'associatifs, pour rechercher l'origine de leur famille, ou pour faire quelques études sur des documents, ils sont allés. C'est à nous, c'est notre bien. Et les monuments historiques publics, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est notre patrimoine. Eh bien, il veut le vendre pour financer les débordements des opérations juteuses et de prestige qu'il a voulu pour s'assurer son image et se faire élire comme président de la République. Alors, tout ceci... De la République, bien sûr. Parce que c'est l'image qu'il donne à partir de Bordeaux qui consolide cette aura qu'il a actuellement au niveau national. Alors, tout cela, ce sont des choses qui nous interpellent et qui nous imposent, à Corinne et à moi et à Sandrine, à être vigilants. Car nous sommes en train de vivre des moments compliqués, à savoir déjà que, et ça on s'en doutait, que l'école qui était prévue d'être construite pour les gens justement des bassins à flot et de la rue Lucien Faure ne pouvait plus l'être rue de la Faïencerie parce que le terrain est pollué, mais tenez-vous bien, il est pollué au radium. Au radium, il est radioactif. Parce qu'il y avait là autrefois une entreprise qui mettait le phosphore, là, vous savez, pour les montres. Et donc il y a du radium, et curieusement, le terrain où il y a l'école, où l'école était prévue, est radioactif, et de part et d'autre, tout est construit, ça ne l'est pas. Et je me demande, moi, franchement, s'il n'y a pas à se lever et à porter plainte ou à demander des expertises sur les terrains qui sont construits aujourd'hui, où des gens habitent, des enfants habitent, et qui risquent d'être irradiés en habitant dans un secteur qui a connu une entreprise qui utilisait du phosphore pour ses activités. Eh bien, aujourd'hui, cette école ne peut pas être construite. Eh bien, le seul espace d'oxygène que nous avions dans le quartier de Dupaty, ce qu'on appelle le jardin de Tasseur, ce que les gens, tous ceux qui travaillent avec le centre social de Bordeaux-Nord connaissent bien, le jardin de Tasseur, que tu connais, Pascal, eh bien, aujourd'hui, on va le confisquer aux enfants, aux jeunes du quartier, pour y faire des préfabriqués, pour y mettre l'école que l'on ne peut pas construire, alors qu'il y a 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires que Bouygues, Eiffage et Nexity sont en train de faire à cet endroit-là. C'est inadmissible. Et tout ceci, c'est nous qui allons encore continuer à le gérer. Donc moi, je voudrais vous dire qu'on va commencer cette année avec entrain, vigueur, et que ici, sur ce grand canton, on est une équipe d'élus. On est 3 élus. Sandrine Doucet, notre députée, Corinne Guillemot et moi-même. Appuyé par Faouzi qui travaille alors qu'il est Seban, qui est mon remplaçant, mon suppléant, sachant que Sandrine est la remplaçante de Corinne Guillemot. Eh bien, avant c'était la mienne. Eh bien, nous travaillons en étroite collaboration. Il n'y a pas un jour où je ne vois pas Corinne et je n'ai pas Sandrine au téléphone. On est ensemble en permanence, avec toutes les forces vives du canton, associatives, des entreprises même, les militants aussi du Parti Socialiste, Jean-Pierre Huckner, William Legge. On est une équipe. Et ça, je veux le dire vraiment, parce que ce n'était pas forcément évident. Arriver à être élu au suffrage uninominal, seul en fait, et de travailler avec une équipe, c'est pas forcément simple parce que c'est techniquement compliqué. Avec Corinne et avec Sandrine, nous y arrivons et nous y arrivons même bien. Et ça, pour moi, c'est très important et j'en suis très heureux. C'est une belle réussite parce que ça vous permet d'avoir un pack, une équipe d'élus qui font ce qu'ils peuvent, mais qui le font avec opiniâtreté au quotidien pour défendre les intérêts de ceux qui habitent sur ce secteur, et bien sûr, de par nos missions, les intérêts les plus défavorisés. C'est notre mission principale. Donc voilà pourquoi
moi je suis un conseiller général heureux de travailler avec Corinne et Sandrine. Vous dire que cette année, elle sera dédiée, en ce qui me concerne, à la finalisation de la mise en eau de la première forme de Radoub, mais aussi, dans le cadre de mes fonctions de conseiller régional, à la consolidation de cette belle maison de l'Aquitaine à Paris, que j'ai l'honneur de présider, qui va y inclure maintenant la maison du Limousin, puisque ce sera la maison de l'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Et si je vous dis ça, c'est parce que ça paraît loin, bien sûr, mais c'est très important, parce que dans cette maison, il y a plus de 1000 entreprises de notre département qui y sont passées, parce que c'est un centre d'affaires, pour y faire du business et trouver des chantiers, des contrats, et donc des emplois qui sont ici chez nous. Pas forcément sur le canton, mais sur notre département. Et donc, c'est une belle mission que m'a confiée le président Rousset, c'est une sorte d'ambassadeur de la Grande Aquitaine à Paris. C'est une mission noble qui doit déboucher sur de la création d'emplois et de l'aide aux entreprises. Avec Corinne, on s'attaque aussi à des secteurs un peu laissés en jachère par la ville, parfois aussi par le département, car c'est compliqué de travailler avec un système de services extrêmement, comment dirais-je, transverse. C'est pas simple, notamment en ce qui concerne la restructuration du centre social du Grand Parc, puisque vous savez qu'il y a un projet municipal dont on ne connaît pas vraiment l'échéance. Mais on est en train de reprendre le dossier, c'est très compliqué, à la base, pour imposer à la ville de Bordeaux de nous donner des dates définitives, de manière à ce que nous, département, nous puissions statuer sur ce que nous allons faire du bâtiment qui est aujourd'hui le nôtre, le centre social qui est à côté. Et puis travailler aussi pour essayer de consolider, et c'est pas facile aussi. Vous savez que les collectivités sont garrottées, de moins en moins de sous, de moins en moins d'argent, et parfois les associations ont de plus en plus de missions à mener. Eh bien, on est en train d'essayer de resserrer de manière à ce que le foyer fraternel aussi puisse continuer à fonctionner avec le centre social de Bordeaux-Nord. Ce sont nos joyaux, ça. C'est les trois piliers fondamentaux du lien social sur notre canton. Voilà déjà quelques bilans qui ont été réalisés par Corinne et moi-même, modestes en quelques mois. Voilà la feuille de route que je vous propose. Je pense qu'on arrivera pour les bassins à flot, j'en suis même persuadé. Alors, en attendant, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une belle année, une grande année 2016. Vous pouvez nous faire confiance, on fera tout ce qu'on pourra pour faire avancer notre canton, faire en sorte qu'il soit encore plus agréable à vivre et que l'on l'humanise un peu plus que ce qu'on nous propose aujourd'hui. C'est notre mission, avec Corinne et Sandrine, on s'engage à la mener devant vous. Allez, vive la République, laïque, une et indivisible. Et bon appétit, la galette est servie.